20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Après avoir suscité de vives polémiques au sein de l'opposition, le projet de loi portant refonte partielle des listes électorales finalement adopté. Près de 4 millions de cartes d'identité devront être renouvelées. Déclaration du ministre de l'Intérieur. Abdoulaye Daouda Diallo s'engage à organiser un scrutin transparent. L'OFNAC a un nouveau patron. Seynabou Ndiaye Diakhaté a prêté serment ce jeudi. La magistrate mise sur une démarche participative pour mener à bien sa mission. Vaste réseau de faussaires démantelé par la gendarmerie de Tchonk. Les limiers mettent la main sur 251 talons de permis de conduire, 141 talons de carte grise, des passeports et des outils informatiques. Un individu a été arrêté. Ses complices sont actuellement recherchés. C'est officiel, interdit désormais de fumer dans les lieux publics. La Ligue sénégalaise contre le tabac gagne son combat. À Saint-Louis, la mesure a été bien accueillie par les populations qui plaident en faveur de son effectivité dans les meilleurs délais. Inondation à Matam, le quartier Aloua ravagé par les eaux. Le maire et les habitants fustigent le manque d'assainissement et sollicitent l'aide en urgence du chef de l'État. Rio 2016, 50 mètres nage libre, Abdou Khadre Niane réussit son baptême de feu mais ne se qualifie pas aux demi-finales. L'athlète de 27 ans a réalisé un record de 23 secondes 66, assez pour lui permettre de triompher dans sa série mais trop peu pour obtenir le ticket des demi-finales. L'invité du 20h est Ababakar Salir Gueye, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Il est interviewé par Antoine Diouf, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Et je vous l'annonçais tout de suite en titre, après avoir suscité de vives polémiques, le projet de loi portant refonte partielle des listes électorales a été finalement adopté ce matin. La question de la double nationalité s'est invitée dans les débats, une question qui n'arrive toujours pas à faire l'unanimité. Certains parlementaires parlent de faux débats, d'autres exigent des éclairages autour de certaines dispositions. Écoutons-les au micro de Maïmouna Ndiaye. Et Sénégalais, celui qui remplit les conditions du code de la nationalité, article 1, n'est pas sénégalais celui qui est détenteur de la carte biométrique. Et sénégalais, article 1 du code de la nationalité, tout individu qui est né au Sénégal d'un ascendant au premier degré qui lui-même y est né. Le code combine deux conditions, le jus soli et le jus sanguini. Le jus soli, c'est être né sur le territoire, c'est le droit du sol. Le jus sanguini, c'est être né de parents sénégalais, c'est le droit du sang. Il y a des pays qui n'appliquent qu'une seule des versions, les États-Unis, le Canada. Vous êtes né, vous êtes national. Il y a d'autres pays qui n'appliquent que le droit du sang et il y a des pays qui combinent les deux, c'est le Sénégal. Abdoulaye Wade a mon double nationalité 93 comme de présenter aux élections. Parce que la loi 14 du 15 janvier 92 m'ont effectivement introduit le terme exclusivement. Pourtant en 2001 Garmela daf ko reconduire ñun kay li ñu jaaxal mooy fu ñu jëlee subitement 5 ans. Il faut certainement aller chercher d'autres moyens que celui qui est inscrit dans ce projet de loi. On a beaucoup parlé de l'exclusivité de la nationalité sénégalaise. Moustapha Cissé Lo l'a dit, cette question doit être laissée aux sachants. Le code de la nationalité est ici, entre mes mains. La nationalité sénégalaise est exclusive de toute autre nationalité. Au Sénégal, il ne peut pas y avoir de débat sur la double nationalité.
Et s'il y a certains députés qui sont prêts à jeter cette question aux oubliettes, pour le ministre de l'Intérieur, en revanche, hors de question d'esquiver le débat. Abdoulaye Daouda Diallo pense qu'il faut évoquer la question dans le cadre du strict respect des textes et des dispositions prévues par la Constitution. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, toujours au micro de Maïmouna Ndiaye. Cette exclusivité de nationalité est une obligation, c'est notre constitution. On ne peut pas être candidat à une élection présidentielle si on n'est pas exclusivement de nationalité sénégalaise. Maintenant, il faut qu'on parle bien de ces conditions. Disons, d'application de cette disposition. C'est une constitution, la loi a disposé de cela. Mais il faut bien qu'on voit les conditions dans lesquelles, justement, quand même, on va exercer cette disposition au niveau de nos compatriotes. C'est aussi simple que ça. Maintenant, 5 ans, 2 ans, 10 ans, ça, je pense que, honnêtement, il appartiendra donc au Conseil constitutionnel d'en définir les termes. Mais ce qui est constant, c'est que cette question de nationalité, il faut qu'on en parle. Maintenant, on ne dit pas à quelqu'un qui n'est pas candidat à ce niveau, qui n'est pas intéressé par cette disposition, mais de ne pas détenir justement une autre nationalité. C'est officiel, l'Office national de lutte contre la corruption a une nouvelle patronne. Seynabou Ndiaye Diakhaté a sacrifié au rituel de la prestation de serment. La magistrate compte placer son mandat sous le sceau de la concertation pour le bon fonctionnement de cette institution. Fatou Bintou Conté et Léa Niafouna pour les détails. La nouvelle présidente de l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, vient de sacrifier au rituel de la prestation de serment. Seynabou Ndiaye Diakhaté remplace Nafi Ngom Keïta, dont le mandat est arrivé à terme. À cet effet, elle compte consacrer plus de temps à l'action. Je vais opter pour une démarche participative sur les autres membres de l'OFNAC et sur les collaborateurs que j'ai trouvés sur place. Je pense qu'en travaillant de concert et en coopération, avec ceux-là et avec les partenaires, on arrivera à réussir peut-être la mission qui nous est confiée. Pour cette magistrate, son vœu le plus cher est de faire de l'OFNAC l'une des meilleures institutions de bonne gouvernance de ce pays. Mon vœu ou mon souhait le plus cher, c'est de voir l'OFNAC inscrit au palmarès des meilleurs organes qui œuvrent pour la bonne gouvernance dans ce pays. Pour le président de la Cour d'appel de Dakar, Demba Kandji, la reddition des comptes comme la lutte contre la corruption est devenue de nos jours un impératif économique. La démocratie est désormais directe et participative. Elle exige la mise en place de mécanismes induisant des éléments tels que la parité, l'interdiction du cumul des mandats par les élus, le droit de regard du citoyen sur le choix des candidats à l'élection, la renonciation par l'État d'attributs de souveraineté au profit d'autorités administratives telles que la vôtre et j'en passe. C'est ce droit de regard citoyen qui soumet le gouvernant à un exercice régulier et permanent de reddition des comptes. Plus qu'une exigence démocratique, on peut même considérer que la reddition des comptes est devenue un impératif économique. Avec cette nouvelle présidente à la tête de l'OFNAC, beaucoup de changements sont envisagés où la qualité des investigations va désormais primer sur la quantité des dossiers. Retour à l'Assemblée nationale pour parler du projet de loi, je vous l'annonçais tout de suite, portant refonte partielle des listes électorales qui a été finalement adopté ce matin. Au moins 4 millions de cartes d'identité vont être renouvelées, déclaration faite par le patron du ministère de l'Intérieur qui a tenu à rassurer l'hémicycle sur la transparence du scrutin. Abdoulaye Daouda Diallo a tenu également à préciser que le dialogue sur la revue du fichier électoral va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Maïmouna Ndiaye. Le projet de loi numéro 21-2016 portant refonte partielle des listes électorales adopté à l'Assemblée nationale. Le texte retiré au départ sera renforcé, le processus électoral aussi, les partis politiques invités au processus. Ce qu'il s'agira de faire, c'est juste une simple opération et une seule. D'abord, la confirmation de l'obtention de la carte une fois qu'on vient s'inscrire. On a toutes les données relatives à la situation de la personne au recto de la carte et au verso, donc c'est supposé vierge. Cette partie n'est remplie que pour nos compatriotes qui auront justement confirmé ou qui auront décidé de s'inscrire sur les listes électorales. Le député Thierno Bokoum de fustiger
une précipitation dans la démarche. Les mêmes raisons qui les ont poussés à introduire un projet sans en discuter avec l'opposition, ce sont ces mêmes raisons qui font que ce projet est ramené. Rien de nouveau de l'avis de Moustapha Cissé Lo. Je vous encourage, mais ayez du courage. Maître El Hadji Diouf, lui, pense que le débat est faussé. Ce n'est pas une guerre entre opposition et pouvoir. C'est fausser carrément le débat. On doit rechercher le plus large consensus, même si on n'a pas le consensus total. Une intervention qui, selon le président de l'Assemblée nationale, viole le règlement intérieur. Excusez-moi. C'est l'article 75. Si vous proposez une motion de 3 cas oui, pour présenter une motion préjudicielle. Dictature pour le parlementaire. Maintenant, nous sommes entre collègues. Nous sommes entre Sénégalais et Sénégalaises. Chacun tire de son côté. Vive tension. Allez, et de l'hémicycle, nous fonçons à l'université Cheikh Anta Diop. Sur place, une frange des étudiants engage un bras de fer avec la direction du COUD. Elle l'accuse de vouloir privatiser le campus social, des accusations rejetées par les autorités du Centre des œuvres universitaires qui crient à l'intoxication. Chérif Dia, Medoune Diouf. Ces étudiants soupçonnent une privatisation rampante du campus social. Ils ont fait des affiches, ils ont fait des panneaux d'affichage. Et le directeur lui-même, il l'a confirmé lorsqu'il était en réunion avec la faculté des lettres. Et le secrétaire général de la faculté des lettres l'avait indexé. Et il lui a dit que ce sont des logements privés, d'autant plus que les étudiants sortent à l'extérieur du campus pour louer. Il serait plus judicieux de construire des pavillons privés à l'intérieur du campus. Et je pense qu'il ne peut pas y avoir un campus privé et un campus public. La direction du COUD dément ces rumeurs véhiculées par ceux qu'ils considèrent comme un groupuscule d'étudiants n'ayant aucune légitimité pour parler au nom de la majorité. Leurs accusations, de notre point de vue, sont sans fondement et ne relèvent que de l'intoxication. Il n'en est rien et il n'y a aucune volonté de privatiser le campus. Et je rappelle que les œuvres sociales aussi se gèrent de façon générale. S'il y avait un problème comme ça, le débat ne se limiterait pas uniquement à Dakar. Les prix des œuvres sociales universitaires sont fixés par l'État du Sénégal. Ce sont des prix qui sont valables partout où il y a des universités, à Thiès, à Bambey, à Ziguinchor et à Saint-Louis. Les protestataires continuent de demander des comptes à la direction du COUD. Cette dernière met en garde contre toute tentative de perturbation des travaux de ce pavillon. On a jugé nécessaire qu'on ait la bonne information. On ne se lève pas pour arrêter les travaux parce qu'on ne peut pas le faire. Mais on veut des informations précises. Par exemple, au niveau de ces constructions, il n'y a pas de panneau qui montre que ces constructions se feront. Hier, ils sont partis voir le promoteur, ils lui ont demandé de l'argent comme condition sine qua non pour leur permettre de continuer le projet. Alors notre devoir, c'était de faire la précision, mais aussi de prendre toutes les dispositions en termes de sécurité pour permettre la poursuite des travaux. Pour cela, le Centre des œuvres universitaires a saisi la police du Pont-E et mobilisé son propre service de sécurité afin de permettre la poursuite des travaux de construction du pavillon en toute quiétude. À présent, ce cri de cœur des populations de Matam, certains quartiers comme Halwar sont complètement inondés. Des familles qui vivent difficilement ce calvaire fustigent le manque d'assainissement qui a toujours sévi dans la région Al-Hassan Ba. Halwar, dans les eaux, ce nouveau quartier n'a pas été épargné par les eaux de pluie. Des maisons complètement inondées. Nos enfants, bon, certains sont malades actuellement, certains sont malades et nous demandons vraiment à ce que le gouvernement fasse quelque chose. Je vous dis, nous ne dormons plus la nuit avec les eaux de pluie. Vraiment, c'est difficile, très très difficile. C'est dur, les moustiques et les insectes nous fatiguent. Et même pour aller au marché, nous sommes obligés de patauger. Regardez. Nous pataugeons pour aller au marché. Nous cuisinons même souvent dans les eaux. Une cohabitation difficile avec les eaux
Plusieurs quartiers à Matam ont été touchés. La ville souffre d'un manque d'assainissement énorme. Quand ça pleut, on a un grand problème d'assainissement. L'évacuation des eaux, ça cause problème. Il y a beaucoup de maisons, même pas en banco, en ciment dur qui tombent comme ça. Nous souhaitons vraiment qu'on nous construise des canaux d'évacuation pour qu'on puisse quand même respirer. Nous voulons vraiment avoir des canaux parce que l'eau de pluie nous fatigue énormément. Ceci est une digue de protection, mais qui ne sert pratiquement à rien. Une digue digne de ce nom, vieille doléance des populations qui lance un cri de cœur. Et le conseil départemental a même voté un budget pour la construction de la digue de protection de Ourossogui. Celle de Matam est ancienne. Les autorités voulaient détruire la digue de protection, mais finalement ils ont laissé tomber. Je ne sais pas pourquoi. Les autorités interpellées, la population de Matam souhaite beaucoup plus de considération, de bonnes routes, l'assainissement et des canaux d'évacuation des eaux de pluie. Et à l'instar des populations de Matam, le maire de la ville crie à l'alerte avec sa ville qui risque d'être complètement prise par les eaux de pluie. Mamadou Moridiaou sollicite l'aide des autorités gouvernementales pour la prise en charge de cette digue de protection salvatrice. Mamadou Moridiaou est interrogé par Al-Hassan Ba. Chaque année, à Matam, il y a risque d'inondation. Surtout cette année, vraiment, je suis très inquiet et j'ai très peur. Vous avez vu le quartier d'Alvar dans les eaux. Il y a eu même des familles qui ont laissé leur maison. Et ce que vous avez vu ici, ce sont les eaux de pluie. On n'a pas encore l'eau de crue. Lors du passage du ministre, j'avais dit cette année, le problème le plus urgent, c'est d'essayer de nous faire rapidement des bassins de rétention, même si ce n'est que deux, le plus rapidement possible. Et la deuxième chose, c'est de nous renforcer cette diguette que vous avez vue. Ce n'est pas une digue de protection, c'est une diguette. Si Matam n'a pas de digue de protection, une vraie digue de protection, chaque année, nous parcourons des risques d'inondation. Je voudrais juste quand même appeler au secours cette année. Je pense qu'ils ne vont pas dire que le maire ne l'a pas dit. Nous n'avons pas de représentants de l'ONAS au niveau de Matam. Il faut absolument ouvrir un bureau ici à Matam. La coalition Taxawu Dakar sera bel et bien candidate aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, déclaration faite par Bamba Fall, maire de la Médina, qui a tenu toutefois à préciser que Khalifa Sall ne compte pas briguer le fauteuil de cette institution. Le maire de Dakar pourrait tout simplement sceller un partenariat entre sa coalition et celle de Benno Bokk Yakaar pour participer au scrutin. Nous écoutons Bamba Fall, il est au micro de Chérif Dia. De toute façon, Taxawu Dakar sera de la compétition, mais moi, Bamba Fall, je n'y serai pas. Logique pour logique, j'ai combattu le oui, donc je ne peux pas prendre les fruits du oui. Mais quand même, je vais soutenir mes camarades de Taxawu Dakar qui sont intéressés. Lui aussi, il va soutenir les camarades de Taxawu Dakar parce que Dakar a été confié à Taxawu Dakar. Donc c'est le prolongement des locales, donc nous ne penserons même pas boycotter. Nous aurons des représentants de Taxawu Dakar dans le Haut Conseil des collectivités locales. En politique, on ne dit jamais, jamais. On est en train de voir, on est en train de manœuvrer. D'ici ce soir, on connaîtra le verdict. Et à Linguère, les responsables de l'Union pour le renouveau démocratique ouvrent le feu sur l'APR. Ils dénoncent la mise à l'écart de leur parti dans les investitures des prochaines élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Les partisans de Djibo Leïtika comptent sur la diligence du chef de l'État pour leur intégration dans les meilleurs délais. Je vous propose d'écouter Goriba, maire de Mboula. C'est le porte-parole du jour de l'URD. Il est avec Modumbaï. Nous avons constaté avec amertume que la coalition dans laquelle nous sommes, qui est la coalition présidentielle, qu'il y a une partie de cette coalition, je veux nommer l'APR, qui s'est réunie le dimanche passé et qui a fait ses investitures, qui a investi uniquement des gens de l'APR en écartant totalement les gens de l'URD. Je pense que ce n'est pas une bonne approche pour une coalition présidentielle qui a à faire non seulement ensemble toutes les élections, à savoir celles qui sont en face de nous, les législatives et les présidentielles. Nous demandons au président de la République d'arbitrer, de donner la part de l'URD à l'URD. L'URD ne peut pas manquer de part dans le département de Linguère.
Ailleurs, peut-être, on peut comprendre. Mais IRD à Linguère qui est la base fondamentale, où il y a des maires, où il y a presque 200 ou 100 et quelques conseillers de l'IRD qui étaient tous réunis aujourd'hui ici, on ne peut pas accepter, on ne peut pas cautionner ce que l'APR a fait ici dans le département de Linguère. C'était l'un des titres de cette édition. Un réseau de faussaires démantelé par la gendarmerie de Tchonk. Les Pandores ont mis la main sur 251 talons de permis de conduire, 141 talons de carte grise, des documents de voyage tels que les passeports, mais aussi des outils informatiques. Un des faussaires a été arrêté. Ses acolytes sont actuellement recherchés. Haliatala. Malgré la traque contre les faussaires et faux documents, certaines poches de résistance subsistent. À Benetali, un faussaire a été mis hors d'état de nuire avec un lot de faux papiers administratifs et ses complices courent toujours. Nous avons découvert en sa présence constante un important lot de documents administratifs relatifs à la conduite des véhicules, 251 talons de permis, 6 permis déjà établis, 141 talons de carte grise, 7 passeports de service, 2 passeports étrangers, dont un Gambien et italien, et des passeports diplomatiques. Dans la même opération, nous avons découvert une imprimante, un écran plat et diverses demandes formulées par des candidats. Les hommes en bleu ne le diront jamais assez, ils souhaitent une franche collaboration des populations pour mettre fin à certains fléaux. Nous allons en profiter pour lancer un appel aux populations de participer, d'aider les forces de sécurité à mieux les sécuriser en dénonçant les délinquants. Les délinquants, comme vous le savez très bien, ne vivent pas dans les grottes, ils ne vivent pas dans la forêt. Ils sont avec les populations dans les quartiers. Donc si vous les dénoncez, les services de sécurité tels que la police ou la gendarmerie feront leur travail de manière à ce que donc, la sécurité soit de mise dans notre environnement. Avec cette arrestation, hormis les faussaires, ce sont les propriétaires des demandes de permis ou de passeports irréguliers qui risquent d'être inquiétés. La gendarmerie promet de traquer les faussaires où ils se trouvent. Parlons santé à présent, ça y est, c'est officiel. Tous ceux qui fument dans les lieux publics sont désormais passibles de poursuites devant les juridictions sénégalaises. La Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac vient ainsi de gagner son combat. À Saint-Louis, la nouvelle a réjoui les habitants qui espèrent célérité dans l'application de cette loi. Ousseynou Diop à USEC pour la correspondance. C'est désormais officiel, personne n'a le droit de fumer dans les lieux publics. Les fumeurs sont avertis, la loi doit être appliquée sur toute l'étendue du territoire national. À Saint-Louis, l'information a provoqué la réaction positive des fumeurs de la ville. Si on fume dans un lieu public, c'est un danger pour les non-fumeurs. Ceux qui ont abandonné veulent refaire la même chose et ce n'est pas du tout bon de fumer et on le sait. Je fume, mais je veux qu'on l'élimine au Sénégal. Je suis d'accord avec cette loi. Nous fumons, mais on sait que c'est un danger. Alors je pense bien qu'on ne doit pas nuire la santé des autres. Si on ne fume pas, on est en bonne santé et dans un lieu public, si on fume, il y a toujours des dangers. Même les non-fumeurs ont leur avis sur cette interdiction. Beaucoup pensent que cette loi est une bonne chose pour les citoyens et qu'elle doit être appliquée dans toute sa rigueur par les autorités compétentes. Je pense que d'abord, fumer dans l'espace public, c'est un acte irresponsable. Ça doit cesser vraiment. La population sénégalaise doit s'engager pour que ça cesse vraiment. Ah, mais c'est une bonne chose. Moi, je fais il y a 10 ans, hein. Je ne fais plus. Tu vas dans les lieux publics, quand tu rencontres des gens qui fument, qui nous gênent, c'est pas normal. Pour une bonne application de la loi, les bars, restaurants, hôtels et autres établissements doivent désormais aménager un espace réservé aux fumeurs pour accueillir les clients. À Saint-Louis, la mesure est appliquée à la lettre dans ces espaces publics depuis ce jeudi. Ici, on l'a aménagé juste pour les fumeurs. Par contre, là-bas, il y a une salle qui est à l'intérieur, mais c'est réservé pour les non-fumeurs. Conscients du danger qui les guette, certains pensent même déjà à tourner le dos à la cigarette. Beaucoup y voient des conséquences désastreuses.
Parlons à présent de l'autorité. Le ministre de la Santé en visite à l'hôpital Albert Royer, Mme Awa Marie Coll Seck a rencontré les dirigeants du centre hospitalier qui lui ont fait part de leurs doléances. C'était en présence de notre reporter Béra Mathior, compte rendu. La visite de la ministre de la Santé et de l'Action sociale à l'hôpital Albert Royer est bien saisie par les responsables du centre. Ils listent les difficultés auxquelles ils font face. Extrait. C'est l'occasion qui nous a été donnée de demander à Mme le ministre de bien vouloir nous prévoir pour le budget de 2017 pour que nous puissions avoir une IRM qui sera installée dans le cadre du nouveau service d'imagerie médicale. Pour nous, c'était une occasion également de dire au ministre de la Santé les efforts que nous avons commencé à mettre en œuvre pour que nous puissions disposer d'un service d'accueil et des urgences, que nous puissions réhabiliter nos vieux bâtiments. En attendant de repasser sous peu, la ministre promet de répondre aux attentes du personnel soignant. Ce n'est pas des problèmes qui sont mis à la poubelle, puisqu'il y en a aujourd'hui, mais c'est des problèmes qui sont pris en considération. Outre la pose de la première pierre du pôle mère-enfant, Awa Marie Coll Seck a procédé à la réception de matériel médicalisé, dont de l'ONG Horizon Sahel. Et c'est un don avec beaucoup de matériel, des choses de qualité, qui vont des lits médicalisés aux appareils de réanimation, de suivi des malades en réanimation, et beaucoup donc de choses qui vont faire des euros, car le matériel est extrêmement important quand on parle d'une structure de santé. 35 ans déjà depuis sa création, Albert Royer résiste bien au poids de l'âge, ce que témoigne sa large clientèle. L'actualité de la santé évacuée, parlons de tout à fait autre chose. À présent, réunis au sein d'un réseau national, les prestataires qui évoluent dans le secteur du transfert d'argent ont tenu une rencontre de sensibilisation objectif à informer leurs membres sur les nouvelles directives imposées aux opérateurs de transfert d'argent par la Banque centrale. L'école de Derklé a abrité cette réunion. Je vous propose d'écouter Serine Gaye, qui est le chargé de communication de ce réseau qui s'appelle le RENAPTA. Nous avons investi notre argent dans une plateforme qui nous est donnée par un opérateur. Cela prouve que notre métier a des risques. Donc il faut qu'on revoie la posture à adopter face à ces risques. Voilà entre autres les objectifs que se fixe le RENAPA. La Banque centrale nous a fait savoir que le transfert d'argent n'est pas une affaire d'intermédiaire. Il n'y a que les banques qui sont autorisées à faire du transfert d'argent et ces dernières le confient à des personnes en qui elles ont confiance. Solidarité agissante de la mairie de Dakar envers des familles sénégalaises. 50 millions de francs CFA, c'est le montant investi par la mairie au profit de familles qui vivent dans la région de Dakar. L'enveloppe va servir à financer 227 projets, une façon d'encourager l'entrepreneuriat chez les bénéficiaires. Ce financement provient du programme PASTEF, un programme initié par la mairie de Dakar depuis 2011 et ayant permis à près de 600 projets similaires de voir le jour. C'est un reportage signé à Mamadou Fall. 50 millions de francs CFA dégagés par la mairie de Dakar. Objectif, appuyer les familles en situation de pauvreté. La ville de Dakar a financé aujourd'hui 227 porteurs de projets. Il s'agit d'un projet d'appui aux familles en situation de pauvreté. C'est un levier mis en place par la ville de Dakar au bénéfice des familles pour leur permettre d'accéder à l'autonomie en s'organisant autour d'activités génératrices de revenus. Donc c'est un projet de lutte contre la pauvreté qui a été mis en place par la ville. Nous avons procédé à un financement pour 227 personnes, projet donc, pour un montant global de 50 000 francs. Des financements alloués sans garantie ni intérêt. Pour en bénéficier, un seul critère est requis, adresser une demande au maire de Dakar. Les critères sont assez simples, puisqu'il suffit juste d'adresser une demande au maire de la ville de Dakar, d'y joindre justement un certificat de domicile,
donc une photocopie d'identité, donc les pièces qui permettent justement de justifier que la personne réside sur le périmètre de la ville de Dakar. Et nous, maintenant, on procède à l'enquête sociale. L'enquête à 2 niveaux. Au niveau d'abord des centres de promotion et de réinsertion sociale, du lieu de résidence de la personne, mais également des enquêtes de terrain. De l'avis des initiateurs, ce projet est bénéfique pour les populations dakaroises. Pour eux, d'autres perspectives s'ouvrent aux bénéficiaires. Des programmes comme le PASTEF peuvent aider à démarrer. Parce que si vraiment on atteint notre objectif avec ces bénéficiaires, si vraiment ils arrivent à rembourser sans difficulté, on les oriente vers le FODEM, qui puisse leur financer de 2 millions à 100 millions de francs CFA. Donc désormais à Dakar, nous aimerions que tout le monde travaille. Plus de 599 personnes ont bénéficié de ces financements pour un montant de 101 millions de francs CFA, projet entamé depuis 2011. Les femmes de la banlieue, elles, sont à l'école de la formation au métier de l'agriculture. Il s'agit de femmes qui évoluent dans le secteur maraîcher. Le stage de 5 jours sera sanctionné par un diplôme et les futurs récipiendaires qui n'ont pas manqué de saluer l'initiative sollicitent à présent un meilleur accès à la terre, mais aussi au financement. Salif Sow et Asmalik Diop. La forêt de Mbao, lieu d'apprentissage. Une vingtaine de femmes ont bénéficié d'un perfectionnement au métier d'agriculture. On a apprécié parce que ça fait 2 jours de cela qu'on est là en train de travailler sur la terre. Vraiment, c'est une bonne chose. Et nous encourageons nos sœurs à venir travailler la terre. Parce que c'est le président lui-même qui nous a conseillé de travailler la terre dans la culture de l'oignon. L'objectif visé, assurer l'autosuffisance alimentaire. Après la formation de 4 jours, le suivi sera assuré et rassure l'initiateur de la formation. Pour répondre le maximum possible à leurs préoccupations, il serait beaucoup plus intéressant en ce qui leur concerne qu'elles soient renforcées sur le maraîchage en général et sur la production de l'oignon en particulier. Consiste à accompagner les producteurs, productrices dans les techniques de production agricole. L'accès à la terre et au financement, 2 points d'achoppement. Et vraiment, on lance un appel solennel aux autorités de nous appuyer dans ce domaine, la terre. Parce que ce que nous avons appris ici, on aura vraiment trouvé du mal à l'exécuter, faute de terre. De nous appuyer. Nous sommes des femmes qui veulent travailler pour développer notre pays. Elles sont 18 000 femmes regroupées au sein d'une association qui s'active dans le maraîchage en particulier. Et juste avant d'aller à la page des sports, parlons culture à présent. Après la sortie d'Esprit Live 1 qui a fait un carton, le duo Papécher prêt à régaler les mélomanes avec un second opus. Esprit Live 2 sera bientôt dans les bacs. En conférence de presse, les princes de l'acoustique ont donné la primeur aux journalistes à travers une séance d'écoute. Aïssatou Paye y a assisté. Reportage. Si vous aviez à choisir, lequel de ces titres vous enchanteriez le plus? En tous les cas, les journalistes de la presse nationale ont déjà fait leur choix, car pour la sortie de leur nouvel album, les princes du folk ont donné carte blanche à nos chers confrères. Nous le devons à la presse, parce qu'après tout, ce sont les journalistes qui relaient l'information. Quelqu'un comme Hadia, Pape Alé, Alassane Cissé, nous aide beaucoup. Maintenant, si ce public valide ce que nous faisons, l'on peut dire que tout est OK. Dans cet album, ils nous font voyager en pays sérère et mondain à travers de belles sonorités, une manière de se remémorer quelques souvenirs. Les sonorités que vous entendez ici font partie de notre quotidien. Ma maman est saucée et en plus, notre premier orchestre avait un nom typiquement sérère. Nous avons passé 8 années entre Fimela et certains villages sérères dans les îles du Saloum. Des souvenirs, Boubacar Ndour, producteur. On a aussi à travers un long compagnonnage avec les maîtres de l'acoustique. Le son est toujours là, l'esprit. Mais je pense que bon, aujourd'hui c'est la fin d'un chapitre.
Et je pense qu'ils ont bien réussi cet album. Et j'espère que voilà, qu'on aura l'occasion peut-être de retravailler sur de nouveaux titres, sur un nouveau projet, pourquoi pas. Avec âme et spiritualité, ils nous régalent de nouveau avec la sortie de leur nouvel album, prévu le 12 août, au grand bonheur des mélomanes. Et voilà, avant de nous envoler pour Rio, un transit par Paris, la capitale française, pour parler de nos compatriotes sénégalais menacés d'être expulsés à Montreuil. Ils sont étudiants immigrés à la recherche de l'Eldorado. Ils squattent un appartement qui appartient à la mairie de Montreuil. Cette ville leur a servi un commandement de quitter les lieux. Les occupants, dans le désarroi, sollicitent l'aide en urgence du chef de l'État. Notre envoyé spécial Ibrahima Kamara nous en dit plus. Salamatan, cet endroit situé à l'est de Paris, à Montreuil, est bien connu des Sénégalais vivant dans la capitale française. Donc on ne peut pas s'imaginer nos frères se retrouver au dehors ou avoir des problèmes d'hébergement ou dormir ou des problèmes de manger. Donc on les accueille à Salamatan. La mairie de Montreuil, propriétaire des lieux, leur a demandé de quitter le squat. On a reçu un ordre de quitter les lieux via la mairie. On a reçu cette nouvelle, ça nous a fait très mal. Nous demandons de l'aide aux autorités sénégalaises pour qu'ils puissent nous trouver une solution face à cette situation. Partout en France, que ce soit à sud de Bordeaux ou bien Lyon. Les étudiants qui nous viennent d'un peu partout et qui sont sénégalais, s'ils sont sans logement et qu'ils ont du mal à en trouver, on les amène directement ici à Salamatan. Serigne Cheikh Khady Gueye Fall, l'initiateur du projet dit que Cheikh Ibrahim Fall souligne ses motivations. De telles situations sont l'une des raisons qui m'ont poussé à mettre sur pied la maison dite Kër Mam Cheikh Ibrahim Fall ici à Paris. Donc, Salamatan Bar mi nga interviewé tak na fi 154 mariages. Ici, sous ce même toit où je suis en train de parler, j'ai scellé ne serait-ce que 154 mariages. C'est très difficile de trouver un logement dans des pays comme la France. Les autorités aussi doivent faire un geste. Les occupants de Salamatan n'ont que quelques semaines pour plier bagages. La page des sports que nous ouvrons avec cette désillusion pour le recordman Abdou Khadre Niane du 50 mètres nage libre dans sa série. Je vous le disais en titre, il a réussi son baptême de feu mais n'est pas parvenu à se qualifier aux demi-finales. L'athlète de 27 ans a réalisé un record de 23 secondes 66, assez pour lui permettre de triompher dans sa série donc, mais trop peu pour obtenir le ticket des demi-finales. Les séries de ces demi-finales sont justement prévues demain vendredi à partir de 0h. Et de natation, nous passons au taekwondo. Le taekwondiste sénégalais des moins de 68 kilos entre en lice ce jeudi 18 août. Baladjé, en l'occurrence, s'attend à un combat difficile face à un adversaire polonais, mais il promet de faire son maximum pour gagner. Ces propos sont recueillis par notre correspondant sur place, Babacar Ndaoufay. Je connais en fait tous les adversaires qui sont dans ma catégorie, mais comme vous le savez, c'est les 16 meilleurs au monde qui se rencontrent. Moi, c'est les premières Olympiades que je fais. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, mais j'essaye d'évacuer ça tous les jours au maximum. Et mon adversaire, c'est quelqu'un qui est très coriace et qui a du métier aussi parce qu'il a beaucoup tourné. Déjà en taekwondo, pour être ici, il faut faire beaucoup de chemin, c'est-à-dire compétir, rencontrer les grands champions pour pouvoir être ici. Et mon adversaire, c'est un Polonais. Et les Polonais sont très coriaces, c'est comme les Turcs. Et il faut que je me donne le maximum que je dois me donner, et sur le plan physique, sur le plan technico-tactique pour pouvoir le battre. Ça ne va pas être facile, mais tout est prenable parce qu'on fait un sport de combat et il n'y a jamais un match gagné d'avance.
Du taekwondo, nous passons au basketball toujours. À Rio, les Lions du Sénégal sont éliminés de la compétition. La bande à Astou Traoré a concédé sa 3e défaite. C'était ce mercredi face au Canada, plutôt 68-58. Elle leur reste juste à disputer 2 rencontres. Ce sera face à l'Espagne vendredi et la Serbie samedi. Et puis, nous terminons par du foot. Classement FIFA du mois d'août. Le Sénégal fait du surplace, restant 4e au niveau africain et 41e au niveau mondial. Le trio de tête mondiale est respectivement occupé par l'Argentine, la Belgique et la Colombie. Retour chez nous, au Sénégal, et direction Saint-Louis. Saint-Louis qui prépare la 6e édition des 10 km de la ville. Une course à pied qui verra la participation de plus de 500 athlètes selon le président de la Ligue d'athlétisme qui était face à la presse cette année. Les organisateurs souhaitent allier sport et développement économique. Chertidiane Camara est au micro de nos correspondants Ousseynou Diop et Habib Seck. Pour le moment, je n'ai pas la confirmation des athlètes venant de la Gambie et de la Mauritanie et de la Guinée-Bissau. Ils avaient, par une correspondance, manifesté leur intérêt à participer. Mais peut-être que la confirmation se fera dans la dernière semaine, parce que nous en sommes à la dernière semaine. Ce que j'ai pour le moment, c'est la confirmation des athlètes venant de Kolda, de Sédhiou, et vous comprenez pourquoi, parce que c'est des zones réputées où les athlètes aiment courir. Donc nous comptons, grosso modo, avoir au moins 500 participants, sans compter, bien sûr, ceux qui s'inscrivent tardivement. Nous pensons que l'émergence, ce n'est pas seulement les activités économiques, mais c'est aussi les activités sportives et culturelles, parce qu'à travers le sport, qui est une véritable industrie, une activité culturelle, on peut aussi amener les jeunes à comprendre justement les politiques qui se mènent au niveau de l'État. Donc nous pensons aussi à ce niveau jouer notre partition, n'est-ce pas, pour le développement de la ville de Saint-Louis. Fin de ce journal que j'ai été ravie de vous avoir présenté. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, la suite des programmes, c'est avec Bouba dans Permanence. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah. Et tu reviens quand pour le journal? Lundi. Alors bon week-end à toi, par anticipation. Merci à toi aussi. Dans un instant, l'invité du 20h de la rédaction, juste après ceci. Le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie est donc l'invité du 20h. Monsieur Ababakar Sadikh Bey revient sur le lancement du recensement général des entreprises. Il est reçu par Antoine Diouf et c'est parti. Bouba, merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons le directeur général de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, Monsieur Ababakar Sadikh Bey. Bonsoir, Monsieur le directeur général. Bonsoir, Antoine. Prétexte de cette invitation, le